Mesdames, messieurs, divide et impera, diviser pour mieux régner. Là n'est pas mon but, car j'ai justement pour objectif de vous rassembler sur la justesse de ma thèse. Je ne reprends ici qu'une idée bien comprise par le chef d'État. Dans l'esprit d'un homme, d'un dirigeant, d'un conquérant, il est naturel de vouloir fractionner l'opposition afin d'asseoir son autorité. De l'ancien régime jusqu'à notre dirigeant contemporain, le modus operandi reste le même. Ainsi, un monarque avait tout intérêt à opposer différents groupes de sujets afin d'éviter un renversement quelque peu ennuyeux du régime. Dans les démocraties actuelles, un dirigeant cherche souvent à affaiblir une opposition unie dans le but de conserver le pouvoir. Ainsi, cette technique employée naît et variée tour au fil des siècles a l'intérêt d'avoir permis à de multiples figures de se maintenir à la fonction suprême. Étudions premièrement le sens des mots. Évitons l'ethnocentrisme et penchons-nous plus précisément sur les traductions de cette expression dans les langues à travers le monde, traductions parfois bien éclairantes sur la culture d'un pays. Divide et impera. Ce qui est surprenant dans cette locution latine, ce sont les diverses interprétations d'une idée qui semble pourtant simple et universelle. Les Allemands voient alors l'aspect d'une conquête. Teil und Herrsch, diviser et conquérir. L'objectif sera alors d'accéder au pouvoir en fractionnant l'opposition. A contrario, la langue française traduit cette idée par diviser pour mieux régner, soulignant la nécessité de diviser son gouvernement pour créer une forme d'émulation, ou diviser ses ennemis pour les combattre séparément. On ne peut alors que se rappeler le conflit opposant Horace au Curiace, profitant de la séparation de ses adversaires pour les combattre un à un. Que dire alors de la langue de la dynastie philippine et Marcos, le Tagalog, dont nous avons peut-être quelques fins connaisseurs dans la salle, Atin et Tutusan, vous resituerez vous-même la prononciation, diviser et commander. Traduction bien intéressante, lorsque l'on sait le retour de la dictature plus proche que jamais dans ce pays. Les différents exemples que je vous ai donnés nous font alors penser à la paronomase italienne. Traduire, c'est trahir. Si ces différentes interprétations correspondent bien à une trahison de la citation originelle, nous pouvons voir que l'idée fondamentale reste la même. Affaiblir l'autre, ami ou ennemi, pour être le maître. Si l'idée de division peut être considérée comme un principe universel et efficace, elle se heurte à l'aspiration à la solidarité, surtout pendant des périodes troublées. Certains vous diront qu'à l'heure du rassemblement et du vivre ensemble, les facteurs créateurs de fractures sociales sont souvent mal vus. La division en fait partie. Et je dis à ces personnes qu'elles ont raison. Mais cette concession que je leur fais n'est que partielle. Comment imaginer le fait qu'un processus vieux de plus de 1000 ans soit encore d'actualité et tende à s'accentuer alors que les outils de télécommunication enfoncent les portes de l'histoire à grand fracas? Je répondrai à ceci simplement. La nature humaine est immuable. Oui, immuable. Et bien que les techniques aient évolué, l'humain réagira in fine toujours de la même façon, condamnant l'histoire à se répéter sans cesse. Gaëtan Fosser disait que l'histoire se répète, la bêtise aussi. La question n'est plus alors de savoir comment elle va se reproduire, mais quand. À quel moment arrivera-t-on au point de rupture, au moment où les masses cesseront d'obéir à l'autorité? Certains disent déjà que c'est un adage de notre temps, que l'heure est au rassemblement. Mais je crois qu'aussi insupportable que cette idée puisse apparaître sur le plan moral, l'actualité nous prouve qu'elle reste encore bien efficace. D'une part, pour empêcher certains de prendre le pouvoir, d'autre part, afin de conserver celui-ci lorsqu'on l'a obtenu. Hélas, Machiavel nous disait, la politique n'a aucun rapport avec la morale. Maintenant, faisons appel à une science exacte. La mathématique, pour analyser cet adage, cette citation, ce dicton. Nous savons, pour la plupart d'entre nous, si ce n'est tous, qu'une division euclidienne aboutit à la formation d'un quotient, que l'on nommera en politique le socle électoral. Ainsi, un homme politique qui prétend pouvoir éclater les blocs politiques en place doit s'appuyer sur ce quotient, bien inférieur aux dividendes, autrement dit. C'est le deuil de l'unanimité. Et oui, du reste. Oui, vous savez, ce reste, celui qui peut apparaître à la fin de la division. À l'échelle de la société, ce reste correspond à l'ensemble des mécontents, les oubliés d'un système, que dis-je, d'une machine infernale qui les vole, les broie, les déchire alors que la société regarde ailleurs. C'est alors ce même reste, guerrier infatigable qui avance dans un monde en constant mouvement, le pas lent mais sûr et inébranlable, provoquant alors les révolutions qui ont marqué jusqu'à aujourd'hui les grandes révolutions qui ont laissé leurs traces sur la grande fresque du temps. Cet adage ne serait-il pas en fin de compte destiné au peuple souverain, afin qu'il équilibre pouvoir et contre-pouvoir dans le mode de gouvernement,
et qu'il puisse rester maître de son destin. Dans une période d'individualisme forcené, l'heure est au rassemblement et non à la division, quitte à co-gérer le pouvoir, unitas est fortitudo.